Émilie et moi étions ensemble depuis 12 ans. Nous nous sommes rencontrés en seconde au lycée, quand tout était simple, quand sortir ensemble signifiait s'envoyer des petits mots en cours et se lancer des regards volés dans la cantine. Je me souviens de la première fois que je l'ai vue, descendant le couloir dans une veste en jean et des baskets blanches, ses cheveux captant la lumière comme s'ils étaient faits de fils de cuivre. Elle avait cette démarche assurée, comme si le monde lui devait quelque chose et qu'elle le savait. Nous n'étions que des gamins à l'époque, mais d'une façon ou d'une autre, nous avons tenu bon. Pendant le lycée, pendant nos études dans des facs différentes, pendant nos premiers boulots et tout le chaos qui va avec la vingtaine. La plupart des couples qu'on connaissait ne duraient pas un an, mais nous avions bâti une vie ensemble. Ou du moins, je le croyais. Émilie était toujours le genre de femme que les gens remarquent. Vous savez, le type, celle qui n'a même pas besoin d'essayer. Elle entrait dans une pièce, et sans dire un mot, elle attirait toute l'attention. Pas seulement parce qu'elle est jolie même si elle l'est, d'une beauté fatale, digne d'une couverture de magazine, mais parce qu'elle se tient comme si elle avait toujours 2 longueurs d'avance. Longues jambes, silhouette de danseuse, ses yeux verts perçants qui pouvaient te faire sentir l'homme le plus important du monde, ou le plus petit. Elle se maintenait toujours impeccable, maquillage toujours parfait, ongles faits comme une horloge, cheveux qui n'avaient jamais l'air d'avoir une mauvaise journée. Même en jogging, elle avait l'air de quelqu'un qui appartenait à un endroit plus chic. J'étais fier d'elle. J'aimais entrer dans les lieux avec elle à mon bras. J'aimais savoir qu'elle m'avait choisi. Mais Émilie avait un autre côté, qu'elle montrait rarement en public. Avec les amis, les collègues, même les inconnus, elle était rayon de soleil, tout sourire, rire doux et petites blagues autodérisoires. Mais derrière les portes fermées, quand les choses ne se passaient pas comme elle voulait, elle pouvait devenir glaciale en un clin d'œil. Ses mots avaient une lame quand elle était en colère. Elle savait couper profond sans hausser la voix. Je balayais ça d'un revers de main, me disais que c'était juste le stress, que tout le monde avait des sautes d'humeur. Je ne voulais pas admettre que parfois, j'avais l'impression de marcher sur des œufs. Je ne cherche pas à la peindre comme une méchante. Elle avait ses bons jours beaucoup, en fait. Elle m'apportait un café le matin, m'envoyait des petits messages dans la journée, me surprenait avec mon plat préféré à emporter quand j'avais des deadlines. Et ses gestes semblaient sincères. Je pense que c'est en partie pour ça que ça m'a frappé si fort quand tout a commencé à s'effilocher. Je ne suis pas un mannequin. Jamais été. Mais je me tiens en forme, je bosse dur, et je traite les gens avec respect. Je suis animateur freelance, surtout pour des spots publicitaires et des effets visuels pour de petits studios. Ce n'est pas du niveau Hollywood, mais ça paie les factures, et je peux bosser de chez moi la plupart du temps, ce que j'ai toujours vu comme une bénédiction. Je pouvais être là quand Émilie rentrait, préparer le dîner, tenir la maison en ordre. Je pensais être un bon compagnon. Je pensais que j'étais assez. La première fois où j'ai vraiment senti que quelque chose clochait, c'était après un week-end chez sa famille. Son père venait d'avoir 60 ans, et nous avions passé le week-end chez eux, une grande maison blanche en banlieue avec une balancelle sur le porche et bien trop de photos sur les murs. C'était un de ces rassemblements familiaux où tout le monde boit trop de vin et ressasse les vieilles histoires de lycée qu'on a déjà entendues 100 fois. Émilie était surtout silencieuse ce week-end-là, ce qui ne lui ressemblait pas. J'ai pensé qu'elle était peut-être fatiguée. Elle trouvait des excuses pour sortir seule, un café, une balade, juste prendre l'air. Je ne l'ai pas questionnée. Je lui faisais confiance. Mais sur le trajet du retour, elle n'a presque rien dit. Elle regardait par la fenêtre, scrollait son téléphone de temps en temps, tapait de longs messages et verrouillait l'écran immédiatement. Je lui ai demandé à qui elle écrivait, et elle a dit que c'était juste sa collègue Sophie. Qu'elle bossait sur un truc pour une présentation client lundi. Son ton était bizarre, mais je n'ai pas insisté. Je ne voulais pas déclencher une dispute pour rien. Une fois rentrée, j'ai cru qu'elle allait se secouer, redevenir elle-même. Mais non. La semaine suivante, elle semblait ailleurs. Elle n'était pas méchante, juste absente. Comme si elle regardait un film dont je ne faisais pas partie. On s'asseyait pour dîner et elle était à moitié dans la conversation, vérifiant son téléphone toutes les 2 minutes, riant à des messages qu'elle ne voulait pas partager. Avant, elle me racontait tout. Là, j'avais de la chance si j'obtenais une phrase plus longue que « ça va » ou « juste le boulot ». Le téléphone, c'est ce qui m'a le plus rongé. Elle l'emmenait partout, aux toilettes, à la buanderie, même pour sortir la poubelle. Toujours écran en bas sur la table. Toujours verrouillé. Si je m'approchais pendant qu'elle était dessus,
Elle inclinait l'écran comme s'il s'agissait d'un dossier top secret du gouvernement. J'aimerais pouvoir dire que je lui faisais totalement confiance et que j'ai laissé tomber. Mais non. Quelque chose dans mes tripes me disait que je passais à côté de quelque chose. J'ai commencé à l'observer comme elle observait son téléphone. Et plus j'observais, plus je me sentais mal. Ce n'était pas juste le téléphone. C'était ses yeux, la façon dont elle ne soutenait plus mon regard. Les sourires forcés. La manière dont elle s'écartait de mon contact, juste un peu, comme par instinct. C'était la première fissure. Pas une explosion. Pas une engueulade. Juste le silence, de petits changements, des mensonges minuscules enveloppés dans des mots du quotidien. Mais une fois que tu vois la fissure, tu ne peux plus la dévoir. Et peu importe à quel point tu essaies de la recouvrir, tu sais qu'elle est là, en train de s'étendre sous la surface. Et je pense qu'au fond, je savais déjà. Baptiste travaillait au bureau d'Émilie. Je crois qu'il était chef de projet ou un genre de manager opérationnel, un titre vague qui sonnait plus important qu'il ne l'était probablement. Il avait ce style, le genre de mec qui ne manque jamais de confiance et qui transforme tout en spectacle. Toujours à balancer des blagues un peu trop fortes, à appeler les femmes « ma belle » et à taper dans le dos comme s'il était né dans un vestiaire. Un de ces types qui parlent comme s'ils étaient charmants mais qui semblent toujours vendre quelque chose. Je ne l'ai jamais aimé, et d'après ce qu'Émilie disait de lui au début, elle non plus. La première fois que j'ai rencontré Baptiste, c'était à la soirée de printemps de son entreprise. C'était un de ces bars sur toit en centre-ville, avec des guirlandes blanches et des cocktails hors de prix servis dans des verres qui ressemblaient à des éprouvettes. Émilie portait une robe bleu marine que j'ai toujours adorée sur elle. Elle était sublime. Je me souviens avoir pensé, elle est largement au-dessus de ma ligue. J'ai eu cette pensée plus d'une fois, mais ce soir-là, elle m'a frappé plus fort que d'habitude. Les gens n'arrêtaient pas de venir lui parler, complimenter sa robe, lui poser des questions sur le boulot comme si c'était elle qui dirigeait tout. Je restais en retrait, sirotant une bière et essayant d'avoir l'air à ma place. Baptiste est arrivé à peu près à mi-soirée. Impossible de le rater, cheveux gominés, chemise blanche ajustée, manches retroussées juste assez pour montrer une montre qui coûtait probablement plus que ma voiture. Il est venu droit vers nous, tout en assurance et avec cette eau de Cologne qu'on sent à 3 mètres. Le genre qui en fait trop. Il a souri à Émilie, m'a jeté un rapide coup d'œil, puis m'a tendu la main comme s'il me faisait une faveur. Sa poignée de main était molle, paresseuse, à peine les doigts serrés. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Tout semblait répété, comme s'il cochait une case. Il a dit un truc du genre, alors c'est ça le fameux Lucas, hein? Le mec qui a décroché la reine elle-même. Émilie a ri un peu trop vite. J'ai ri aussi, surtout pour ne pas faire de scène. Mais à l'intérieur, je n'aimais pas la façon dont il la regardait comme si elle était déjà à moitié à lui. Je l'ai ignoré. Je n'ai jamais été du genre jaloux. Je faisais confiance à Émilie. À l'époque, je le faisais vraiment. Plus tard ce soir-là, sur le trajet du retour, je l'ai mentionné. Il est un peu particulier, ai-je dit, en essayant d'être poli. Elle a ricané. Baptiste est un vrai relou. Ces mots. Exactement comme ça. Elle m'a dit qu'il draguait toujours les femmes au bureau. Qu'il mettait tout le monde mal à l'aise. Que les RH avaient reçu 1 ou 2 plaintes à son sujet, mais que rien n'avait abouti. Elle levait les yeux au ciel quand elle prononçait son nom. L'appelait, une pub ambulante pour parfum. Je me souviens m'être senti soulagé. Genre, ok, elle voyait clair en lui aussi. Je n'étais pas en train de surréagir. Elle voyait ce que je voyais. C'était à l'époque. 6 mois plus tard, et soudain Baptiste n'était plus si nul. Émilie a commencé à parler de lui différemment. D'abord, juste des mentions anodines. Baptiste veut qu'on voit le nouveau client plus tôt, ou Baptiste pousse pour avancer la deadline. Ce genre de truc. Bavardages normaux de bureau. Puis sont venues les petites choses, les blagues de Baptiste, ses playlists au boulot, ses avis sur les films. Apparemment, Baptiste était soudain hilarant. J'ai commencé à entendre son nom plus souvent que celui de la moitié de ses amis. Je lui ai demandé une fois, comme ça, je croyais que tu disais que Baptiste était un relou? Elle a haussé les épaules. Ouais, je crois que je l'ai mal jugé. Il est en fait super drôle quand on le connaît. Je n'ai rien dit tout de suite. J'ai juste hoché la tête, mais quelque chose sonnait faux.
La façon dont elle disait son nom, Baptiste, c'était différent maintenant. Plus doux. Plus familier. Comme s'ils avaient des blagues internes dont je ne faisais pas partie. Le tournant, du moins dans ma tête, c'est quand elle a commencé à bosser tard plus souvent. Je recevais un texto vers 17h45, du genre « On reste tard pour préparer le pitch de demain ». Je l'ai cru les premières fois. J'ai même proposé de lui apporter à manger au bureau une fois. Elle a dit non et qu'il commandait déjà en équipe. Je lui ai demandé qui restait tard avec elle. Elle a dit « Juste moi, Baptiste, et 2 ou 3 autres ». Encore lui. Toujours Baptiste. Je me disais que j'étais ridicule. Que j'en faisais trop. Mais c'était plus dur à ignorer quand elle a commencé à s'habiller un peu différemment pour le boulot. Pas inapproprié, juste plus soigné que d'habitude. Talons plus hauts. Jupe plus ajustée. Un peu plus de maquillage. Ça pouvait n'être rien, mais quand tu es avec quelqu'un aussi longtemps, tu remarques même les petits changements. Je lui ai demandé si elle avait une présentation ou un truc du genre. Elle a dit « Non, j'avais juste envie de faire un peu plus d'effort aujourd'hui. » Et elle a souri d'une façon qui ne m'atteignait pas vraiment. J'en ai parlé à Lucas, mon pote que je connais depuis la fac. Il a dit « Mec, ne cherche pas les emmerdes. Tu lui fais confiance, non ?» J'ai dit oui. Mais je commençais à me mentir à moi-même. Baptiste était le mec dont elle levait les yeux au ciel. Maintenant, c'était quelqu'un avec qui elle riait. Et ce changement de dégoût à affection ressemblait à la deuxième fissure dans un cadre photo qui avait déjà commencé à se fendre. Émilie avait fait la réservation plus tôt dans la semaine. Elle avait choisi l'endroit, un resto de sushi en centre-ville avec un nom impossible à prononcer et des néons dehors. Elle m'avait envoyé le lien par texto et dit un truc comme « Allons dans un endroit un peu différent pour une fois. Ça va te plaire. » J'ai regardé et vu que c'était un de ces endroits fusion branchés où les rouleaux coûtent 20 € pièce et où tout arrive avec de la mousse ou des paillettes d'or ou une autre connerie du genre. Quand même, ça ne me dérangeait pas. J'étais juste content qu'elle veuille faire quelque chose ensemble. Ça faisait des semaines qu'on ne s'était pas vraiment connectés. Ce vendredi-là, j'ai fini mon boulot cliento. Je me suis douché, rasé, j'ai même mis le blazer qu'elle aimait, le gris à motif carreau. Je suis arrivé au resto quelques minutes en avance et j'ai pensé attendre devant, peut-être la surprendre en étant déjà là. Mais juste au moment où j'allais lui écrire, mon téléphone a vibré. Émilie, salut, pas trop en forme. Je reste à la maison. Ne m'attends pas. J'ai fixé l'écran. Il était 18h27. Notre réservation était à 19h. Ce n'était pas son genre. Si elle ne se sentait pas bien, elle l'aurait dit plus tôt. Au minimum, elle aurait appelé. Je suis resté planté là 1 minute, téléphone en main, à me demander quoi faire. Je me disais peut-être qu'elle était vraiment malade. Peut-être que ça lui était tombé dessus d'un coup. Peut-être qu'elle était déjà en pyjama sur le canapé, à regarder une émission de télé-réalité et à siroter une tisane. Mais quelque chose dans ce message ne collait pas. Le timing. La façon dont elle n'avait rien dit de précis. Le petit cœur bizarre à la fin, pas celui qu'elle utilisait d'habitude. Petite chose, je sais, mais quand tu es avec quelqu'un aussi longtemps, tu remarques les détails. J'ai décidé d'entrer quand même. J'ai pensé que j'allais peut-être prendre un verre, manger seul. Ou peut-être que je ne voulais pas encore entrer. L'endroit était bondé de musique forte, éclairage tamisé, tables noires serrées les unes contre les autres. Une hôtesse en robe noire a souri et demandé si j'avais une réservation. J'ai donné mon nom et dit que j'allais juste m'asseoir au bar. Elle a hoché la tête et m'a fait signe de passer. Je me suis frayé un chemin entre les tables, slalomant entre les chaises et les serveurs avec des plateaux de tartare de thon et je ne sais quoi d'autre, et je me suis glissé sur un tabouret au bout du bar. J'ai commandé un whisky sec et j'ai essayé de ne pas trop penser. Et c'est là que je l'ai vue. 2 tables plus loin, un peu à gauche, dans le coin près de la fenêtre. Elle était assise avec Baptiste. Je ne l'ai pas reconnu tout de suite, il me tournait le dos mais il s'est retourné pour dire quelque chose et j'ai vu son profil. Cette coiffure ridicule. Ce sourire suffisant. Aucun doute. Émilie riait à ce qu'il disait, la tête légèrement rejetée en arrière, ce même rire qu'elle me faisait quand je tirais une grimace idiote ou que je lui racontais une blague débile en cuisinant. Elle avait la main posée légèrement près de son verre de vin, pas en train de le toucher, pas en train de franchir une ligne physiquement, mais le langage corporel en disait plus qu'assez.
Sa posture était ouverte. Détendue. À l'aise. Comme si ce n'était pas nouveau. Elle portait la robe noire que je lui avais offerte l'an dernier pour notre anniversaire, celle avec le dos nu et les reflets subtils. Elle savait que j'adorais cette robe. Elle l'avait assortie avec les boucles d'oreilles en or que sa mère lui avait données. Cheveux faits, maquillage parfait, comme si elle s'était habillée avec intention. Ils ne m'ont pas vu. L'angle du bar était juste assez hors de leur champ de vision. J'aurais pu m'approcher. J'aurais pu dire quelque chose. Faire un scandale. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis juste resté là un long moment, serrant mon verre comme s'il était la seule chose qui me tenait debout. Je ne me souviens même pas d'avoir bu. Je me souviens juste de la chaleur qui montait dans mon cou, de mes oreilles qui battaient comme un tambour, et de ma poitrine qui semblait s'être effondrée. Je n'étais pas en colère. Pas encore. Ça viendrait plus tard. À ce moment-là, je me sentais juste vide. Comme si on avait aspiré l'air de la pièce. Elle avait l'air heureuse. C'est ça qui m'a vraiment atteint. Pas nerveuse, pas mal à l'aise, pas en train de jeter des regards par-dessus son épaule. Juste heureuse. En train de rire. De sourire. De vivre l'instant. Avec lui. Je me suis levé. Je n'ai pas fini mon verre. Je n'ai pas fait attention à où je marchais. Je suis sorti par la porte latérale, dans la rue, dans l'air nocturne qui semblait soudain bien trop froid pour un soir de mai. Je ne suis pas rentré tout de suite. J'ai marché. Des kilomètres, on dirait. Dans des rues secondaires et des quartiers que je ne connaissais pas. Je repassais tout en boucle dans ma tête le message, son visage, ce maudit rire. Le regard dans ses yeux. Quand je suis enfin rentré à l'appart, les lumières étaient éteintes. Aucune trace d'elle. Pas de second message. Pas d'excuse. Juste le silence. Je me suis assis au bord du lit dans le noir pendant ce qui a dû être 1 heure. Je n'ai rien fait tout de suite. Il me fallait du temps pour digérer. J'ai passé les 2 jours suivants à faire comme si tout était normal à l'extérieur, mais à l'intérieur, j'étais en miettes. Je me disais sans cesse que je devais être sûr. Peut-être que j'avais mal interprété. Peut-être que c'était un dîner client. Peut-être que j'avais capté un moment qui semblait pire qu'il ne l'était. Mais la vérité me rongeait déjà l'estomac, morceau par morceau. Je savais. Je ne voulais juste pas encore l'admettre. On s'est à peine parlé ces 2 jours. Émilie agissait comme si rien ne s'était passé. Elle ne m'a pas demandé pourquoi je n'étais pas rentré avant tard. Elle n'a pas mentionné le resto de sushi. C'était comme si elle avait réécrit la soirée dans sa tête et que je n'étais pas dans le scénario. Elle était trop gentille, aussi bavarde d'une façon qui sonnait faux, comme si elle essayait de recoller le papier peint pendant que le mur derrière s'effondrait. J'ai remarqué les petites choses. Elle a fait la vaisselle sans qu'on le lui demande. Elle m'a ramené un nouveau sweat du magasin. Elle a même proposé de regarder un de mes films préférés avec moi, même si d'habitude elle levait les yeux au ciel. Ça sonnait faux. Forcé. Puis, un soir, ça s'est produit. Elle était assise sur le canapé à scroller son téléphone, la lueur de l'écran éclairant son visage dans le salon sombre. J'étais en face, faisant semblant de lire un truc sur mon ordi, mais en réalité je l'observais, la façon dont elle souriait à son écran, à quelle vitesse elle verrouillait le téléphone si je bougeais. Finalement, elle s'est levée pour aller aux toilettes et a laissé le téléphone écran en bas sur la table basse. Elle ne l'a pas emporté. Je ne sais pas pourquoi. Elle le faisait toujours. Peut-être qu'elle a oublié, peut-être qu'elle était pressée, peut-être qu'elle pensait que je n'oserais pas. Mais je l'ai fait. J'ai hésité d'abord. Mon cœur battait la chamade, paume moite. Ça semblait mal. Comme franchir une ligne. Mais il fallait que je sache. Je ne pouvais pas continuer à marcher dans le noir en faisant semblant de ne pas sentir les fissures sous mes pieds. J'ai pris son téléphone, entré le code 1 que je connaissais depuis des années et ouvert ses messages. Ce que j'ai trouvé m'a frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Il n'y avait pas beaucoup de messages de Baptiste pas sous ce nom, en tout cas. Mais il y avait un contact enregistré comme « Brigitte ». Au premier regard, ça semblait innocent. Mais j'ai tapé dessus, et tout s'est effondré. Photos. Messages. Conversation à toute heure. Et pas juste du boulot ou des blagues internes. C'était plus profond.
Intime d'une façon qui allait bien au-delà des textos anodins. C'était le genre de conversation que les gens ont quand ils pensent que personne d'autre ne regarde. Tu me manques déjà. La prochaine fois, prenons un endroit avec balcon. Ce regard sur ton visage quand je suis entré. Il y avait des photos aussi. Rien d'explicite, mais juste le genre de selfies rapprochés que les gens s'envoient quand ils essaient de garder quelque chose en vie entre deux réunions. Elle dans le miroir, sur le siège passager d'une voiture qui n'était pas la mienne. Lui dans une chambre d'hôtel avec des plats à emporter et une bouteille de vin. Ce qui m'a frappé plus que les messages, c'était les blagues. La façon dont il parlait de moi. Je te jure, il se doute de rien. Il est comme une plante d'appart. Tu l'arroses et il est content. Lucas bosse probablement sur ses dessins ou je sais pas quoi. On a le temps. Celui-là m'a asséché la gorge. Il se moquait de moi. Dans mon dos. Me faisant passer pour un idiot naïf qui ne voyait pas ce qui se passait sous son nez. Chaque message était comme un clou dans quelque chose que je pensais indestructible. Je suis resté là peut-être 10 minutes, à scroller, à absorber, à sentir les murs de notre appart se rétrécir. J'avais envie de balancer le téléphone à travers la pièce. J'avais envie de débouler dans la salle de bain et d'exiger des réponses. J'avais envie de crier jusqu'à ce qu'elle pleure. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai remis le téléphone exactement où il était et je me suis assis calmement sur le canapé, à fixer le vide. Quand elle est revenue, elle a souri comme si de rien n'était. M'a demandé si je voulais une tisane. J'ai dit non. Cette nuit-là, j'ai dormi à côté d'elle, éveillé, pendant qu'elle s'endormait, respirant doucement comme une enfant sans souci. Mon esprit tournait à 100 à l'heure, les pensées filant dans tous les sens. Je repassais les messages dans ma tête, les noms qu'il me donnait, les mensonges qu'elle racontait avec un visage impassible. La confiance était partie. Tout ce qu'on avait bâti ensemble en 12 ans, les blagues internes, les routines partagées, le confort tranquille avaient été empoisonnés. Et elle ne savait même pas que je savais. Le lendemain matin, j'ai fait un sac pendant qu'elle était sous la douche. Juste l'essentiel. Un sac de sport avec des vêtements, ma tablette, ma brosse à dents. Je lui ai dit que je devais rendre visite à un pote en dehors de la ville pour quelques jours. Elle n'a pas posé trop de questions. Juste dit ok et m'a fait une bise rapide sur la joue. Je suis sorti de l'appart avec l'estomac noué, les mains tremblantes, le cœur brisé d'une façon que je n'aurais pas cru possible. Elle n'en avait aucune idée. Mais moi, oui. Et plus rien ne serait comme avant. J'ai squatté chez Lucas 2 nuits. Il n'a pas posé beaucoup de questions. M'a juste tendu une bière fraîche, m'a proposé la chambre d'amis, et a dit, prends le temps qu'il te faut, mec. C'est le genre de type, Lucas. Solide. Loyal. On se connaît depuis la fac. Il m'a vu passer par beaucoup de choses, mais jamais un truc comme ça. J'ai passé la plupart de ces 2 nuits assis sur sa terrasse arrière, à fixer sa pelouse envahie par les herbes pendant que son chien ronflait à côté de moi. Je ne parlais pas beaucoup. Je n'en avais pas envie. Mon téléphone n'arrêtait pas de s'allumer. Texto sur texto d'Émilie. Appel. Messagerie vocale. Elle a commencé par des trucs simples comme « T'es où ?» et « Ça va ?» Puis c'est passé aux pleurs au téléphone, message disant qu'elle avait peur, qu'elle me manquait, qu'elle ne savait pas ce qu'elle avait fait de mal mais qu'on pouvait en parler. Lucas, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. S'il te plaît, rentre. Je n'arrive pas à dormir. J'ai peur. Je sais pas quoi faire. Je t'aime. Rentre. S'il te plaît. C'était dur d'entendre sa voix comme ça. Peu importe à quel point j'étais en colère et je l'étais, une partie de moi voulait encore la protéger. Mais cette partie devait passer au second plan maintenant. Ce n'était pas moi qui avais brisé ça. Je ne lui devais pas de sauvetage. Le 3e matin, je savais qu'il fallait que je rentre. Pas pour arranger les choses. Juste pour avoir des réponses. Je ne pouvais plus vivre dans cet entre-deux. Il fallait que je la regarde dans les yeux et que je l'entende essayer de s'expliquer. Avant de quitter chez Lucas, j'ai imprimé tout ce que j'avais, capture d'écran des messages, photos, journaux d'appel, horodatage. J'avais un dossier cartonné rempli de preuves. Ça semblait ridicule, comme si j'allais faire une présentation. Mais je voulais être prêt. Je ne voulais pas qu'elle me manipule, qu'elle retourne les choses, qu'elle me dise que j'avais tout faux.
Il me fallait la vérité en noir et blanc. Quand je suis passé la porte, elle s'est jetée sur moi. M'a enlacé comme si de rien n'était. Oh mon Dieu, Lucas. Merci mon Dieu. J'étais tellement inquiète. T'étais où? Je ne l'ai pas enlacé en retour. Je lui ai dit qu'il fallait qu'on parle. Elle m'a suivi dans la cuisine, encore à renifler, s'essuyant les yeux avec sa manche. Je voyais qu'elle avait pleuré le rouge autour du nez, les poches sous les yeux, mais il y avait quelque chose de théâtral, comme si elle connaissait le volume exact de ses sanglots. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai sorti le dossier. Elle est restée debout en face, à se tordre les mains. Je veux que tu sois honnête avec moi, ai-je dit. Parce que je sais déjà. Elle a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais je l'ai coupée. J'ai étalé les captures d'écran comme des reçus. Côté à côté. Fils de message. Photo. Ce nom de contact ridicule, Brigitte. Je n'ai pas dit un mot. Je l'ai laissé regarder. Ses yeux passaient de la table à moi. Sa bouche s'ouvrait, mais rien n'en sortait. Puis, enfin, ce n'est pas moi. J'ai cligné des yeux. Émilie. Elle s'est penchée, a pris une des pages. Ça pourrait être n'importe qui. Tu sais même pas qui a envoyé ça. Je suis resté silencieux. Juste à la regarder mentir. Quelques secondes plus tard, ok. D'accord. On s'est embrassé. Une fois. C'était une erreur. Ça ne voulait rien dire. Encore un mensonge. Je lui ai demandé, depuis combien de temps? Elle a hésité. Fixé le sol. Puis, dans un murmure, 6 mois. 6 mois. J'ai senti mon cœur tomber dans mon estomac. Je lui ai redemandé, plus fermement, parce que je voulais l'entendre le dire à voix haute. Tu m'as menti pendant 6 mois. Elle a hoché la tête, à peine. Puis elle a dit, mais on traversait une période difficile. Je ne savais même pas comment répondre à ça. Une période difficile? C'est ce qu'elle pensait que c'était? On parlait d'avoir un enfant. On choisissait des prénoms. On avait réservé un voyage à La Réunion dans 2 mois, un voyage qu'on appelait notre escapade début de famille. Elle avait trouvé un resort avec des villas privées et de petites plages, et on plaisantait sur le choix d'un prénom selon la brise des îles. C'était censé être le début de quelque chose de nouveau. Pas la fin de tout. Une période difficile, ai-je répété, plus fort. Tu parles du moment où je faisais à dîner tous les soirs, où je te massais les pieds quand tu rentrais du boulot, où je t'aidais à monter un dossier pour ta bosse? Cette période-là. Elle s'est assise en face de moi et a enfoui son visage dans ses mains. Je sais pas ce qui s'est passé, Lucas. Je sais pas. Je voulais pas que ça aille aussi loin. Je l'ai juste fixé. Je ne croyais pas un mot. Elle voulait que ça aille exactement aussi loin. Les gens ne tombent pas accidentellement dans une liaison de 6 mois derrière le dos de leur partenaire. Les gens ne réservent pas, accidentellement, des hôtels, ne donnent pas de surnom dans leur téléphone, n'envoient pas de messages qui se moquent de la personne qu'ils ont promis d'aimer pour toujours. Je ne voulais pas te faire de mal, a-t-elle dit. Tu ne voulais juste pas te faire choper, ai-je répondu. La pièce s'est tue. Le genre de silence qui bourdonne dans les oreilles. J'entendais le frigo qui se remettait en route. Le chien du voisin qui aboyait au loin. Elle m'a regardé, et j'ai vu quelque chose changer dans son visage, de la peur, peut-être. Ou de la panique. Comme si elle réalisait soudain que ce n'était pas quelque chose qu'on allait juste balayer sous le tapis. On peut réparer ça, a-t-elle demandé. Je n'ai pas répondu. Parce que je savais déjà qu'on ne pouvait pas. Je n'étais pas en colère comme dans les films. Je n'ai pas tapé dans les murs. Je n'ai pas cassé d'assiette ni de cadre photo. Ce n'est pas comme ça que ça m'a atteint. Je me sentais vide, comme si j'étais tombé dans un espace où rien ne sonnait pareil. Tout ce qu'elle disait rebondissait sur moi comme si j'étais fait d'une matière plus lourde que la peau. La façon dont elle était assise à cette table de cuisine, les mains tremblantes et les larmes coulant sur son visage, on aurait dit qu'elle était la victime. On aurait cru que quelqu'un d'autre lui avait fait ça. Je n'arrivais pas à croire qu'elle ait le culot de jouer les innocentes, comme si elle avait glissé sur une peau de banane et atterri dans les bras de quelqu'un d'autre. Après cette discussion, si on peut appeler ça une discussion, je suis sorti sans dire où j'allais. Il fallait que je sorte de cette maison. J'ai roulé pendant des heures. Dans des quartiers que je ne connaissais pas,
devant des stations-service, des vieux bistrots, des impasses. Mes pensées tournaient en rond tout le temps. Je ne pensais pas droit, pas à l'avenir, pas à ce que j'allais faire du mariage. Je savais juste que je voulais qu'elle ressente ne serait-ce qu'une fraction de ce que je ressentais. Et c'est là que l'idée m'est venue. Émilie a cette décapotable rouge. Une Peugeot 206cc de 98 qu'elle a depuis la fac. Elle l'a appelée Luna. Elle a même fait faire un emblème personnalisé à l'arrière, lettres cursives argentées qui remplaçait le logo du constructeur. Cette voiture n'était pas juste une voiture pour elle. C'était sa fierté, son symbole d'indépendance, son véhicule d'évasion. Elle disait toujours aux gens que c'était son seul vrai amour avant Lucas. Elle la cirait tous les mois. Elle avait un chiffon microfibre spécial juste pour le tableau de bord. Elle la traitait mieux que la plupart des gens traitent leurs animaux. Elle disait, Luna ne me laisse jamais tomber. Je suppose que je ne pouvais pas en dire autant. Je ne pouvais pas toucher la vraie Luna. Je n'avais pas le cœur à la détruire vraiment. Mais je savais comment faire passer le message. J'ai trouvé une casse à 40 minutes de la ville qui avait une 206cc accidentée, même modèle, même forme de carrosserie. Elle avait été salement percutée côté passager et le châssis était tordu, mais elle ressemblait encore assez à la sienne si on ne regardait pas de trop près. J'ai payé en cash, pas de question, et j'ai emprunté une remorque plateau au cousin de Lucas. J'ai passé une bonne partie de la nuit à la repeindre entièrement pour qu'elle corresponde à la couleur exacte d'Émilie, ce rouge bonbon qu'elle adorait. Ça m'a pris 5 couches et un bras en feu, mais c'était assez proche. J'ai attendu qu'elle parte au boulot le lendemain matin. Elle a dit qu'elle avait une réunion et qu'elle serait absente jusqu'à tard. J'ai sorti la vraie Luna du garage et je l'ai garée dans la rue, derrière des buissons près de l'ancien arrêt de bus. Puis j'ai reculé l'épave et je l'ai descendue à sa place habituelle. J'ai laissé la porte du garage entr'ouverte juste assez pour que ce soit la première chose qu'elle verrait en rentrant et en appuyant sur l'ouvre-porte. Je suis rentré et j'ai tout posé dessus. Ses pilules contraceptives encore dans l'armoire de la salle de bain. Elle n'avait jamais arrêté de les prendre, même quand elle m'avait dit qu'elle l'avait fait. Qu'elle était prête à fonder une famille. Qu'elle voulait construire quelque chose avec moi. Je les ai posés droit sur le capot. À côté, j'ai mis l'emblème de rechange, le badge, Luna, supplémentaire qu'on avait fait faire ensemble quand l'original s'était décoloré. Il avait encore une petite rayure sur le L, de quand je l'avais fait tomber pendant l'installation. Elle avait ri ce jour-là, dit que ça lui donnait du caractère. Et enfin, mon alliance. Je l'ai retirée et accrochée au bout d'une des vis de l'emblème. Elle pendait là, immobile et silencieuse. Puis j'ai écrit le mot. Tu nous as détruits. Voici à quoi ressemblerait Luna si quelqu'un la conduisait comme tu as conduit notre mariage. J'espère que ça en valait la peine. Pas de cris. Pas d'insultes. Juste la vérité. J'ai fermé le garage et je suis parti. Sans destination. Juste parti. Il était tard dans l'après-midi quand elle a appelé. J'ai vu son nom s'afficher, mais je n'ai pas décroché. Elle a laissé un message vocal, la voix tremblante et à moitié en sanglots. Elle disait qu'elle ne comprenait pas ce que c'était. Qu'elle ne voulait pas que ça aille aussi loin. Qu'elle était désolée. Puis elle a textoté. Dis-moi que tu n'as pas abîmé Luna. Je n'ai pas répondu. Je ne lui ai pas dit que la vraie voiture allait bien, garée à un pâté de maison, sous des branches, en attente que je décide de la suite. Je ne lui ai pas dit qu'elle pouvait réparer les dégâts dans le garage avec de l'argent ou du polish. Je ne lui ai rien dit. Parce que ce n'était pas le but. Il fallait qu'elle ressente le choc. Le choc. La perte. Comme moi quand j'ai lu ces messages et vu à quel point elle m'avait balayé derrière mon dos. Comme moi quand j'ai réalisé qu'elle souriait à quelqu'un d'autre en me mentant en face. On ne sort pas d'un incendie sans brûlure. Cette épave dans le garage n'était pas juste une voiture cassée. C'était tout ce que j'avais retenu tordu, écrasé, et laissé à l'air libre. Et pour la première fois depuis que tout s'est effondré, j'ai senti que je reprenais une partie de moi-même. 2 semaines après l'incident du garage, on a rempli les papiers. Ce n'était pas un grand moment dramatique. Juste un rendez-vous chez un notaire, quelques signatures, et le silence dans la voiture sur le trajet retour. Elle a proposé une médiation. A dit qu'elle ne voulait pas que ça devienne moche. Je me souviens avoir pensé, tu l'as déjà rendu moche, Émilie. Tu n'as juste pas eu à le voir. On nous a donné une date de médiation au terrain neutre,
avec nos avocats et un médiateur pour garder les choses civiles. Je ne l'avais pas vue depuis le jour où j'avais laissé l'épave dans le garage. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Elle s'est pointée comme sortie d'un film triste. Pas de maquillage, chemisier blanc doux, manches retroussées jusqu'au coude comme si elle voulait paraître plus petite que d'habitude. Cheveux attachés. Son visage était pâle, yeux gonflés. Elle serrait un mouchoir comme un accessoire. Je l'ai vue enfiler le masque avant même d'entrer dans la pièce. Moi? J'avais mis mon meilleur costard. Bleu marine, repassé la veille. Cravate sobre. Rasé de près. Je n'étais pas là pour m'effondrer. J'étais là pour protéger ce qu'il me restait de dignité. Dès qu'elle s'est assise, c'était comme regarder une pièce de théâtre. Elle tamponnait ses yeux avec le mouchoir, reniflait doucement. Sa voix tremblait quand elle parlait. On aurait dit qu'elle était celle qui avait été trahie. Elle a dit au médiateur qu'elle se sentait abandonnée, que je n'avais pas été présent pendant sa transition pro. Que je l'avais fermée émotionnellement et faite se sentir invisible. Elle était douée. Je lui accorde ça. Elle savait exactement quel mot sonnait compatissant. Elle peignait un tableau où j'étais le mari inattentif, émotionnellement absent, qui ne lui laissait pas d'autre choix que de chercher du réconfort ailleurs. Son avocat s'est engouffré dans la brèche aussi. A parlé de son stress, de ses ambitions, de comment je n'avais pas grandi avec elle professionnellement. A dit qu'Émilie avait pris des responsabilités supplémentaires au boulot tout en portant le fardeau émotionnel d'un mariage stagnant. Je n'ai pas dit grand-chose au début. Juste écouté. Je les ai laissés filer leur petite histoire. Je voulais voir jusqu'où ils iraient. Puis c'était mon tour. J'ai ouvert le dossier que j'avais apporté et distribué des copies à mon avocat, au médiateur, et à l'équipe d'Émilie. C'était net, organisé, codé par couleur. Page de capture d'écran. Fiche de texto. Email. Date et heure. Photo de reçu d'hôtel. Photo d'eux ensemble pas prise par moi, mais celle qu'elle lui avait envoyée et qui avait été synchronisée sur son cloud. Et enfin, le message vocal. 1 minute 40 secondes. Sa voix. Ses mots. Disant des choses qu'elle ne m'avait jamais dites en toutes les années où nous avions été ensemble. Après que ça a passé, la pièce est devenue morte. On entendait le tic-tac de l'horloge du médiateur. L'avocat d'Émilie a rajusté sa cravate, lui a jeté un regard en coin, puis s'est raclé la gorge et a demandé calmement une pause. C'était la reddition la plus douce que j'ai vue. Quand ils sont revenus, ils n'ont pas dit grand-chose. Son avocat a retiré la demande de pension. A dit qu'il voulait avancer à l'amiable. La façon dont il l'a regardé m'a tout dit et même lui n'avait pas eu toute l'histoire. Émilie n'a pas dit un mot pendant le reste de la réunion. Ses mains étaient posées sur ses genoux. Le mouchoir avait disparu. Ses yeux restaient fixés sur la table, comme si les veines du bois allaient lui offrir une porte de sortie. Quand tout s'est terminé et que les avocats ont commencé à ranger leur dossier, elle s'est tournée vers moi et a demandé « On peut parler seul ?» Je ne voulais pas. Mais j'ai hoché la tête. On est entré dans une salle de réunion vide. Beige, banale, avec une fenêtre donnant sur le parking. Le genre d'endroit où les choses finissent en silence. Elle s'est tenue en face de moi et a enfin levé les yeux. Son visage était crispé, comme si elle retenait quelque chose. « Lucas », a-t-elle dit, « j'ai fait une erreur. Je sais que je l'ai faite. » Je n'ai pas répondu. Je me suis perdu. Tout a changé trop vite. Je ne voulais pas te faire de mal. Je n'ai toujours rien dit. On peut réparer ça, a-t-elle dit. On peut aller en thérapie de couple. Je t'aime encore. Je l'ai regardé longtemps avant de répondre. Non, Émilie, ai-je dit. Tu ne m'aimes pas. Tu aimes ce que je t'ai donné, la stabilité, le confort, la vie. Mais tu ne sais même plus qui je suis. Tu n'as même pas essayé de le savoir depuis longtemps. Elle a eu l'air de vouloir parler, mais aucun mot n'est sorti. Je suis passé à côté d'elle et j'ai ouvert la porte. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai rien claqué. Je suis juste sorti. Et je n'ai pas regardé en arrière. La dernière fois que j'ai vu Émilie, c'était au cabinet du notaire, le jour où on a signé les papiers définitifs. C'était un mercredi matin. Lumineux dehors, froid comme ces matins de printemps où l'hiver ne sait pas quand partir. J'ai garé à quelques rues,
en partie par habitude, en partie parce que je ne voulais pas la croiser sur le parking. Il me fallait 1 minute à moi avant d'entrer. Je me souviens être resté dans mon pick-up quelques minutes, tenant le stylo que j'avais apporté. Une bêtise à laquelle m'accrocher, je suppose, mais je voulais utiliser mon propre stylo. Pas le leur. Pas avec le logo du cabinet ou J.K. Notaire gravé dessus. Juste une petite chose que je pouvais contrôler. La salle de réunion était la même qu'avant. Mur beige. Plante en plastique. Une fenêtre donnant sur rien. Son notaire était déjà là, à parler au mien. Ils ont hoché la tête poliment quand je suis entré. Pas de bavardage. Juste un signe de tête, une poignée de main, et le bruit des papiers. Puis Émilie est entrée. Elle n'avait pas l'air mal. Elle ne l'a jamais vraiment. Ses cheveux étaient faits, attachés en un chignon net. Elle portait un pull bleu doux et un pantalon gris. Pas de maquillage encore, mais pas comme avant. Ce n'était pas pour jouer la victime. Cette fois, on aurait dit qu'elle s'en fichait. Mais ce qui m'a frappé, ce n'était pas son allure. C'était sa façon de se tenir. Il n'y avait plus de lumière derrière ses yeux. Plus de feu, plus d'éclat. Elle avait l'air de quelqu'un qui suit le mouvement. Comme une personne assise à un film qu'elle a déjà vu trop de fois. Elle semblait plus vieille pas en années, mais en poids. Comme si elle portait quelque chose qu'elle ne pouvait pas poser. On s'est assis l'un en face de l'autre, à feuilleter la pile de pages. Nom. Signature. Date. Accord. Partage des biens. Compte retraite. Assurance. C'était du business maintenant. Juste du business. Elle a signé en premier. Puis moi. Quand le dernier document a été passé à l'assistante pour numérisation, Émilie a levé les yeux. Sa voix était basse quand elle l'a dit. « Lucas, on peut au moins rester amis. » Je l'ai regardé un moment. Pas longtemps. Juste assez pour me souvenir de tout. Tout. Le bon, le mauvais, la trahison qui restait comme une tache à l'intérieur de mes côtes. J'ai dit, « Tu veux être ami avec la personne qui a ruiné ta vie ?» Elle n'a rien répondu. Juste restée là, lèvres pincées, hochant la tête comme si elle s'attendait à cette réponse. Peut-être qu'elle s'y attendait. Peut-être qu'elle espérait juste se tromper. J'ai glissé une enveloppe sur la table. Dedans, l'adresse du garde-meuble où étaient ses affaires, ses livres, ses vieilles affiches d'art, quelques pulls qu'elle avait laissés dans le placard de l'entrée. J'ai aussi inclus le reçu de la vraie Luna, la voiture que j'avais garée et cachée pendant tout le bordel. Je n'ai jamais pu me résoudre à m'en débarrasser. Je voulais juste qu'elle croie que je l'avais fait. Je me suis levé, j'ai serré la main de mon notaire, et je suis sorti. Pas d'adieu dramatique. Pas de dernier mot. Juste l'écho doux de mes pas dans le couloir et le clic de la porte derrière moi. Je n'habite plus dans cette maison. Je l'ai vendue à un jeune couple qui attendait leur premier enfant. Ils étaient excités de construire quelque chose là-dedans. Je ne leur ai rien dit. Pourquoi je l'aurais fait? Cette maison méritait un nouveau départ aussi. Maintenant je roule dans un SUV d'occasion. Il a une bosse sur le pare-choc arrière et un des interrupteurs de vitre coince parfois, mais il roule. Il m'emmène où j'ai besoin d'aller. Je bosse toujours en freelance, quelques projets par-ci par-là, surtout en télétravail. Je garde mon matos dans 2 sacs de sport et une mallette rigide. Ça suffit. Je loue un petit appart en dehors de la ville. Une chambre. Calme. Rien de fancy. Je laisse les fenêtres ouvertes quand je bosse et je laisse le vent circuler. Je fais mon café fort et lentement. Je me balade le soir. Je ne regarde plus par-dessus mon épaule. Je ne sors avec personne. Pas parce que je suis aigri, pas exactement. Je ne ressens juste pas l'envie pour l'instant. Je pense qu'une partie de moi apprend encore à être seul, et je ne veux pas sauter cette étape. J'ai passé 12 ans dans une histoire que je croyais être une chose et qui s'est révélée être une autre. Je ne suis pas prêt à en écrire une nouvelle pour l'instant. Les gens me demandent parfois, qu'est-ce qui s'est passé? Surtout ceux qui ne nous connaissaient que de l'extérieur. Ceux qui voyaient les costumes d'Halloween assortis, les soirées jeux en couple, les posts sur les réseaux. Et je leur dis ça. Tu peux aimer quelqu'un de tout ton cœur. Tu peux lui donner ton temps, ta confiance, tes espoirs. Tu peux construire une vie autour de cet amour, morceau par morceau, jour après jour.
Mais si la personne que tu aimes ne respecte pas cet amour, si elle le traite comme s'il était garanti, jetable, ou remplaçable, alors ton amour devient du carburant pour son feu. Quelque chose qu'elle consomme jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres. C'est ce que j'ai appris. Et s'il y a une chose que je peux laisser à quelqu'un qui lit ça, c'est celle-ci: écoute ton instinct. Fais attention aux choses silencieuses. L'amour ne devrait pas ressembler à un test. S'il commence à en avoir l'air, tu connais déjà la réponse. Je ne la hais pas. Vraiment pas. Mais je ne suis pas son ami. Et je ne suis plus son pigeon. Partagez votre opinion dans les commentaires. Le héros aurait-il dû la laisser telle quelle ou s'en débarrasser pour toujours? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et likez-la.